Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de vous informer sur RTI2 au sommaire. Un long rang à perte de vue pour se rendre à ses occupations, c'est la triste réalité du quotidien difficile des habitants de Gonzagueville pour avoir un véhicule. On en parle dans quelques instants. Et puis, au Niger, la Cour d'État a reporté sa décision concernant la levée de l'immunité de l'ex-président Mohamed Bazoum à la suite d'une demande de libération introduite par ses avocats. Merci de nous prendre en marche. Dans la partie sud du district d'Abidjan, au quartier Gonzagueville, dans la commune de Port-Boué, les habitants rencontrent chaque matin des difficultés pour trouver un véhicule afin de vaquer à leurs occupations. Entre les longues files d'attente et les tarifs variables, ces populations décrivent ces défis quotidiens au micro de Ferdinand Yehou et de Nour Sangaré. Dans le quartier de Gonzagueville, dans la commune de Port-Boué, les habitants font face à de nombreux défis quotidiens pour se déplacer. Chaque matin, la recherche d'un véhicule, que ce soit un bus, un taxi ou encore un minibus communément appelé Gbaka, devient une véritable épreuve. Matin, je me réveille, je dois venir au terminus. Voilà, la distance. Et puis tu viens, tu vas attendre encore le numéro que tu veux là. Bon, si ça ne vient pas, tu es obligé d'attendre. Souvent, tu peux passer 1 heure du temps. Voilà, mais ce n'est pas facile. Il n'y a pas de banc, tu viens, tu es arrêté, même s'il pleut. Il n'y a pas un endroit où s'abriter. Donc tu es obligé de supporter ça comme ça. Certains se bousculent aux portes des véhicules pour espérer avoir une place. D'autres sont aidés par des personnes de bonne volonté au volant de leur propre véhicule. Les résidents de Gonzagueville doivent souvent attendre longtemps avant de pouvoir trouver un moyen de transport, la cause de plusieurs états. Quand on sort tôt, on ne gagne pas bus aussi. C'est ça qui nous fatigue. On peut sortir à 6h30, 6h40, mais on peut gagner bus au moins 8h. Trop tôt, hein. Sinon c'est 9h. Arriver au travail à 10h, c'est comme arriver en retard. Donc on a toujours problème avec nos patrons. En plus des longues attentes, les habitants doivent faire face à des tarifs de transport fluctuants. Les prix varient souvent en fonction de la demande des chauffeurs. Il faut sortir vers les 4, 5 heures pour arriver un peu tôt. Si c'est 7, 6 heures là, c'est un peu difficile. Il n'y a pas de voiture. Bakala, c'est un peu cher. Port-Boué et Gonzague, Port-Boué 500. Là, tout arrête 500. Là, ça nous fatigue vraiment. Et puis les horaires aussi, là, c'est même 500 aussi. Le tarif normal, c'est 300. Mais les gars nous prennent un peu cher. Matin 500, le soir 500, donc vraiment, ça nous fatigue. Les réalités des habitants de Gonzagueville en matière de transport mettent en lumière les défis quotidiens auxquels sont confrontées de nombreuses communautés urbaines. L'ancienne ferraille d'Adjamé est le nouveau site dédié à la vente et au parquage des bétails depuis quelques semaines. Mais en cette saison des pluies, les marchands de bétail rencontrent d'énormes difficultés à cause de la présence de la boue. Une situation qui rend difficile la circulation en ce lieu. Nour Sangaré, Kader Bachil y ont fait un tour. Leur constat dans ce reportage. Circuler dans le nouveau parc à bétail dans la commune d'Adjamé en cette saison de pluie, un véritable parcours du combattant. Ici, la boue règne en maître. C'est dans ce décor boueux que les marchands de bétail mènent leur activité. On était à Togbé, on a eu des gréppiers de là-bas, on est venu ici. Ici, on ne mettait pas le terrain. Tout est terre rouge, on est venu brusquement. Donc voilà, ça nous fatigue un peu. La boue là, ça nous fatigue. Pour venir même, c'est un problème. Moi, je suis un client. Maintenant, lui n'a pas boîte, il ne savait pas que le coin est comme ça. Le coin est trop sale, bon, ça va rendre nos moutons malades. Parce que les moutons, quand ils restent trop dans la boue, là, ça met les plaies dans les pieds. Donc c'est ça on craint quoi. Parce qu'il y a trop de boue, c'est trop sale. C'est pas facile parce que les clients même se plaignent d'abord. La boue là, c'est pas évident. Vraiment, ça boue là nous fatigue un peu. C'est fatigant, hein? C'est compliqué à l'air là. Boîte là est lourd pour moi, c'est aujourd'hui de porter ça, l'équin. Bon, l'équin aussi là, ça boue là n'est pas bon pour mes pieds. Pour protéger son bétail de la boue, Fousseni a aménagé son enclos avec des graviers et du ciment.
On a mis gravier parce que la boue là, c'est pas bon. Donc on a mis gravier à cause de l'eau là. Tu vois non? Donc c'est à cause de ça on a mis ça ici. Avant il y a la boue ici. Il met gravier, tout. Il fait dépense ici. Hein. Ici, les clients se font rares du fait de l'accès difficile du site causé par la boue et les flaques d'eau. Pour éviter que leur voiture s'enfonce, certains préfèrent les stationner à l'entrée du site pour continuer le reste du trajet à pied. Là encore, il faut des chaussures adaptées. Moussa a dû enlever sa paire de souliers pour enfiler des sandales. Avant de venir, on m'a briefé un peu. On m'a dit que le site là, vraiment, c'est inaccessible. Il y a trop de boue. Donc c'est pour ça que je me suis mis en tapette là avant de venir. J'ai enlevé mes chaussures fermées pour venir en tapette. Ah ouais, difficile. Parce que même véhiculer, même pour avoir une place pour garer, c'est compliqué. Après, si je gare encore pour arriver chez ton marchand, c'est tout un tas de problèmes. Ces commerçants de bétail et leurs clients devront s'adapter à cette situation jusqu'à la fin de la saison des pluies. D'autant plus que le site de l'ancienne ferraille d'Adjamé est le seul lieu dédié à la vente et au parquage de bétail dans le district d'Abidjan. Ce mercredi 5 juin, le monde entier célébrait l'environnement. Cette date marque également le début de la quinzaine de l'environnement. La ville de Mans, capitale de la région du Tankwi, n'est pas restée en marge de l'événement. Jevek Kwasi du bureau régional RTI Mans a promené sa caméra pour s'enquérir de l'état de l'environnement au pied du mont Tankwi. Voici son constat. Réputé jadis pour sa végétation luxuriante avec des forêts primaires surplombées de montagnes entièrement recouvertes d'essences végétales, l'extrême ouest du pays fait aujourd'hui face à un désastre environnemental. Les forêts sont fortement agressées quand les montagnes dénudées subissent la furie des concasseurs de granit. Les rivières et lacs sont devenus les réceptacles d'ordures de tout genre. Les populations, surtout les personnes du troisième âge, sont tristes face à cette situation. Nous, quand on était au CP1, CP2, les montagnes qui entourent, qu'on appelle 18 montagnes. Le matin, vous entendez les singes crier. C'est la forêt. Aujourd'hui, la ville de Mans, les montagnes qui font le nom de Mans, 18 montagnes là, tout est déserté. Il n'y a plus rien dessus. Les exploitants ont coupé tous les bois qui étaient sur les montagnes. Moi, ma remarque, il pleut moins à Mans qu'en 1960. Tous les cours d'eau qui embellissaient la ville de Mans ont été asséchés, ont disparu. Tel que le cours, qui était un coin de divertissement, un coin où les jeunes allaient pêcher, aujourd'hui le cours n'existe plus. Le lac qui faisait la fierté de Mans sur le plan touristique, le lac a été aujourd'hui détruit par la faute même de la population qui en ont fait un marché. Avant, le temps était respecté et on suivait normalement les récoltes. Aujourd'hui, la pluie vient, c'est saccadé. Ça vient par moment, il fait chaud, ça vient encore. Bon, le temps n'est plus respecté et puis les récoltes meurent. On ne sait même pas quelle saison il faut suivre. Il n'est pas encore tard. Reconstituer le couvert forestier avec à l'intérieur les espèces animales, c'est encore possible, d'où l'engagement des spécialistes de l'environnement à inviter les populations au respect de certaines conduites. C'est tout le sens de la rencontre qui a eu lieu entre la direction régionale de l'environnement de Mans et les différentes couches de la société. L'environnement à Mans ne se porte pas bien. Il y a beaucoup de problèmes environnementaux, notamment la perte de la biodiversité. Pour le monde, nous commençons par la sensibilisation. Et à partir de novembre 2025, nous allons passer par la répression. Toutes les personnes qui vont violer le code de l'environnement vont s'exposer aux sanctions disciplinaires et aux sanctions pénales. Et la prison, l'amende. De 2 mois à 1 an d'emprisonnement ferme. Et l'amende va de 10 000, à partir de 10 000 jusqu'à 100 milliards. Alors je voudrais interpeller toute la population de Mans à prendre à bras le corps la question environnementale et il y va de leur santé. Le plaidoyer des experts de l'environnement semble avoir trouvé des oreilles attentives. Il faut sauver l'environnement, il faut protéger l'environnement, il faut prendre en compte tout ce qui est aspect qui peut détruire l'environnement, il faut vraiment véritablement bannir ça. Quand on parle du Mans, on parle de l'environnement, donc nous luttons pour ça, pour que notre environnement soit sain et propre. Si l'environnement n'est pas bon, Mans n'est rien. La protection de l'environnement est d'une extrême importance, voire un impératif. Il y va de notre survie.
Il est l'auteur et compositeur de Kuglisia, Aloko, Bonheur perdu et de plusieurs autres titres. Vous l'aviez reconnu, François Louga ou encore le papa national de son surnom, illustre artiste ivoirien décédé depuis 1996 a désormais un festival en son nom. C'est un hommage que lui font les fils et filles de la région du Lodjibois. À cet effet, une conférence de presse s'est tenue dans la commune de Yopougon en vue d'annoncer la date de l'événement. Justin Kwasi et Dofofana. Icône de la musique ivoirienne et africaine, Louga François aura consacré une partie de sa vie à la musique. L'artiste, affectueusement appelé le papa national, a tiré sa révérence en décembre 1996. Aujourd'hui, les filles et fils du Lodjibois, sa région d'origine, entendent le célébrer à travers un festival. Ils l'ont fait savoir au cours d'une conférence de presse à Yopougon. À travers ce festival, nous voulons valoriser ce grand artiste qui est Louga François, sitôt disparu. Nous voulons faire connaître sa valeur et les œuvres artistiques qu'il a laissées sur terre. Nous voulons retracer ces traces, enfin pour que la nouvelle génération puisse connaître aussi Louga François. Nous voulons aussi le valoriser comme de la manière que les autres pays valorisent. Par exemple, Bob Marley, chaque année, le 11 mai, on organise le mémorial Bob Marley. Pourquoi pas chaque 14 juillet organiser un festival pour Louga François. Ce festival, considéré comme une fête pour l'ensemble de la région du Lodjibois, aura plusieurs articulations. À ce festival, il y aura beaucoup de menus. Ces menus-là vont valoriser la culture d'Ida. Étant donné que Louga c'était vraiment un sapeur, il y aura des concours de la sape. Il y aura aussi les contes que nos parents vont expliquer aux plus jeunes, comme nous aussi. Il y aura aussi des concours de la meilleure voix, les concours de danse, les concours de chant. J'invite tous ceux qui ont connu Louga et tous ceux qui veulent connaître les œuvres de Louga à ce festival. C'est notre fierté de tout Lodjibois. Cet événement, le premier du genre, en l'honneur du défunt, est prévu le 14 juin 2024. Hors de la Côte d'Ivoire, au Niger, une nouvelle audience s'est tenue ce vendredi à la Cour d'État autour d'une éventuelle levée de l'immunité de Mohamed Bazoum pour pouvoir le juger, notamment pour autotrahison. La plus haute juridiction du pays, créée après le coup d'État, avait renvoyé l'affaire à ce vendredi pour répondre à une demande des avocats du président renversé. La défense demandait à accéder au dossier et à communiquer avec son client. En République démocratique du Congo, près de 3 semaines après ce que les autorités ont qualifié de coup d'État étouffé dans l'œuf, les auteurs présumés de cette attaque ont été jugés ce vendredi à Kinshasa. Ils ont comparu devant le tribunal militaire de Kinshasa-Gambé pour l'attaque de la résidence du responsable politique Vital Kamerhe et du Palais de la Nation. Depuis les événements du 19 mai dernier, peu d'informations avaient circulé sur les arrestations des armes. C'est officiel, la liste compte 53 noms. 53 prévenus qui sont tous poursuivis pour les mêmes charges: attentats, terrorisme, détention illégale d'armes, de munitions de guerre, tentative d'assassinat, association de malfaiteurs, meurtre et financement du terrorisme. Nous poursuivons ce journal en sport. Abidjan accueille depuis mercredi l'Open international de judo. Cette rencontre est couplée à la Coupe d'Afrique des cadets juniors. Plusieurs judokas prendront part à cet Open qui se présente comme la dernière chance de qualification pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Jean-Sylvain Rissot. La Coupe d'Afrique des cadets et juniors du 6 au 7 juin 2024, réservée aux athlètes africains dont l'âge est compris entre 15 et 20 ans, membres de l'Union africaine de judo, et l'Open international du 8 au 9 juin 2024, placé sous l'égide de la Fédération internationale de judo et disciplines associées, sont les deux compétitions au menu de l'Open international de judo d'Abidjan. Contrairement à la précédente édition, 400 athlètes issus de 40 pays du monde, dont les États-Unis, l'Argentine, l'Afrique du Sud et l'Australie, sont attendus à cet Open.
Plusieurs pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique et d'Europe viendront chercher également leur qualification pour les Jeux 2024 qui vont se dérouler en juin prochain à Paris. Cette Open se présente surtout comme l'ultime chance pour Kobena Kofi Kremé en quête de points pour la qualification pour les Jeux 2024. Côte d'Ivoire Judo entend faire de ce rendez-vous mondial une grande fête. C'est une pratique d'un ensemble de postures et d'exercices de respiration qui vise à apporter un bien-être physique et mental. Cet ancien art de vivre se révèle comme un chemin initiatique qui transcende la discipline physique, mais pas que. Pour en parler, nous avons sur ce plateau Ijazi Alia Alice, professeure de yoga. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Joël. Alors moi je suis professeure de Hatha Yoga parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs formes de yoga. Le Hatha Yoga est la forme la plus ancienne de yoga. Un Hatha Yoga se pratique en 3 temps. On fait d'abord des exercices de respiration. Ensuite on fait des postures qui s'apparentent un peu au stretching, mais en réalité tous les sports sont dérivés du yoga puisqu'ils datent de plus longtemps. Après on finit par la relaxation qui est le moment le plus important. Et cette relaxation vise à nous préparer à la méditation. Alors je tiens à clarifier un point, c'est que peu importe nos confessions, notre couleur, notre genre, on peut pratiquer le yoga en étant musulman, chrétien, juif. D'accord, mais bien avant d'aborder ce point, oui. Est-ce vrai que le yoga est une discipline spirituelle? Si oui, de quelle spiritualité parlons-on ici? C'est ce que j'évoquais justement, c'est-à-dire qu'en fait, c'est plus une science, dans le sens où, dans la science, comme en chimie par exemple, quand on vous dit A plus B donne quelque chose, ben c'est ce qui se passe. Je vais le démontrer maintenant. Par exemple, moi, je suis non seulement professeur de yoga, mais aussi naturopathe, donc médecin naturel. Donc je suis apte à dire ce qui se passe dans le corps quand on effectue un mouvement. Ou alors, un mouvement peut, par exemple, aller masser les organes internes, et donc aider, par exemple, le foie dans ses fonctions. Par exemple, pour un diabétique, on va pouvoir lui donner une posture qui... donc, on peut utiliser le yoga en thérapie. Donc, ce sera plus une science. Ce n'est ni un sport, ni une religion. C'est une science. Après, il est vrai que quand on va plus intensément dans la pratique du yoga, on va rentrer dans une certaine spiritualité, mais qui nous rapproche de notre religion, de nos religions respectives, voilà, qui ne demandent pas, en fait, d'avoir une religion précise ou de quitter sa religion. Elle va aller en adéquation avec toute religion. D'accord. Voilà. Alors, juste pour les respirations, par exemple, je vais te poser une question. Quand tu as peur, comment tu respires? Alors, vite. Tu arrêtes de respirer. En général... En général, c'est rapide. Voilà, peut-être parce que c'est une angoisse. Alors, c'est plus quand tu es énervé, tu respires rapidement. Donc, on voit que l'émotion va impacter sur la respiration. Du coup, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est l'inverse. Impacter sur l'émotion via la respiration. Je vais faire une petite démonstration. Tu mets la main sur le ventre. Quand tu inspires, d'habitude, quand on inspire, on est d'accord, on soulève légèrement la poitrine, très rapidement. En fait, là, on va gonfler le ventre comme une femme enceinte. Et à l'expiration, on va rentrer le ventre. C'est de fermer les yeux et puis on y va. Peut-être le téléspectateur peut le faire. On dirait sur le plateau. Inspire. D'accord, on essaie. Et expire, rentre le ventre. Qu'est-ce que tu observes? Une tranquillité. Voilà. Mais en fait, tu vas mettre la main là, sur ta côte, et tu vas mettre l'autre main sur le ventre et gonfler le ventre et tu vas voir ce qui se passe sur la côte, là, ici. D'accord. Inspire, en gonflant le ventre, et expire. En fait, ce qu'on observe, on pourra le démontrer un peu plus tard, c'est que la côte s'expand plus que si on ne sort pas le ventre. Et du coup, la quantité d'air qui va être prise, le volume d'air, sera plus important. Et qu'est-ce qu'on va faire en faisant ça? On va aider le cœur dans ses fonctions et donc ralentir le rythme cardiaque et donc amener le calme. Donc ça va être par une voie scientifique qu'on va amener le calme. Voilà. Alors, peut-on dire que le yoga, est-ce qu'on peut dire que le yoga permet de renforcer les capacités pulmonaires et cardiaques? Parfaitement. 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 On a des les asthmatiques peuvent... Exactement. Et on a même des techniques pour les sportifs. D'accord. On a des sportifs ou alors des grands malades qui ne peuvent pas bouger de leur lit, qui sont sédentaires de force, qui vont pouvoir effectuer des techniques. Par exemple, on a une technique qui s'appelle le Bastrika, que je ne pourrais pas démontrer maintenant parce que je ne suis pas habillée pour. Mais alors, c'est une technique de pompe, c'est-à-dire que la pompe, quand vous
vous gonflez un pneu de vélo, on pompe comme ça. Là, on va pomper à l'envers pour que l'air sale des poumons sorte. Et du coup, quand vous respirez, après ça, vous avez une capacité des poumons qui est augmentée. On inspire mieux. Et on observe en fait que ces gens se comportent au niveau des poumons comme si c'était des grands coureurs. S'ils le font chaque matin dans le bon rythme, ils ont une capacité pulmonaire. Donc ça peut aider par rapport au Covid, par exemple, ou les bronchites, voilà, les bronchites chroniques. Vous voyez, c'est plein de ressources, le yoga. Effectivement, vraiment J'aimerais juste définir ce que c'est yoga. Yoga, ça vient du mot sanskrit yuj, qui veut dire union. Et on vient de célébrer le 24 mai l'Union africaine, lors d'un événement qui s'appelle I Meditate Africa. J'espère qu'on pourra le présenter à la RTI. Je l'espère également. Voilà. Pour moi, l'origine du yoga, c'était l'Inde. C'est l'Inde ou la Chine? C'est l'Inde. C'est l'Inde. C'est l'Inde, oui. D'accord. Voilà. Vraiment, merci à vous. Merci, Ijazi, Alice, vous restez sur le plateau. Hein, oui, je reste d'accord. On fait le journal ensemble. Je recevais à l'instant Ijazi Alia, Alice, professeure de yoga, qui nous donnait quelques explications et avec à l'appui, voilà, avec tout ce que vous aviez vu à l'instant. Voilà, merci à vous d'être passé sur ce plateau. Merci. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même chaîne. Ne zappez surtout pas.